mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Association des écoles privées d'Haïti se dit préoccupée au plus haut point par les attaques qui sont perpétrées sur des institutions scolaires ces derniers jours. Une vive tension a régné une nouvelle fois ce jeudi dans les rues de la capitale lors d'une manifestation d'étudiants et d'écoliers. La police a fait usage de gaz lacrymogène et a tiré en l'air pour disperser les manifestants. Un véhicule a été incendié lors de ce mouvement. Des superviseurs du ministère du Commerce sont déployés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dès ce jeudi afin de vérifier si les propriétaires des magasins affichent les prix des produits en gourde. La direction du collège canado-haïtien condamne avec fermeté l'attaque subie par cette institution le 9 octobre. Selon frère Nelson Augustin, directeur du collège, l'école est un sanctuaire inviolable. Il s'interroge sur la raison réelle de cette attaque sur une institution privée par des gens qui se présentent comme des élèves du secteur public qui réclament la présence de professeurs dans leur salle de classe. Les dégâts sont considérables selon les constats faits par une équipe de Métropole. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. C'est l'ambiance qui régnait mercredi après-midi au collège canado-haïtien lorsque des lycéens manifestants se sont introduits dans l'enceinte de l'institution. Réclamant le retour des enseignants dans les salles de classe, les protestataires ont saccagé le mobilier scolaire et forcé les responsables à relâcher leurs élèves. Le directeur Augustin Nelson dresse un inventaire des dégâts. Jusqu'à présent, il y a répertorié 4 et qui étaient endommagés assez gravement. Une salle de classe au niveau premier étage là surtout qui était vandalisée, c'est-à-dire bancs crasés, bureaux crasés, des matériels. Donc, enfin, c'est dans plusieurs salles. C'est inventaire là, nous fait qu'on y a là, nous pas fini. Des établissements scolaires publics et privés sont la cible des lycéens depuis la semaine dernière. Jets de pierre, invasion de cours de récréation ou de salles de classe, c'est leur mode opératoire après avoir défoncé les barrières principales, poursuit le frère Augustin. Difficile de chiffrer les dégâts, mais les travaux de réparation ont déjà démarré. Sur l'ensemble, en dehors du traumatisme que l'événement ça a provoqué sur les vieux, maintenant c'est en réparation des dégâts matériels parce que nous avons 2 portails qui crasés complètement, qui étaient renversés, qu'on a fait que nous remettre sous pied et puis consolider. Donc tout ça, ce sont des travaux importants à faire. Le véhicule du professeur de mathématiques Hippolyte Ndel a subi la colère des manifestants, son pare-brise a volé en éclats. Après avoir assisté à ces démonstrations violentes, cet enseignant partage sa lecture de la situation. Que malheureusement, on ne sait pas pourquoi, donc il n'y a pas de temps arrivé à temps. Nos élèves sont des victimes. L'homme dit élèves, nos victimes, parce que ce sont des jeunes. Mais ce n'est pas seulement nos élèves. Si moun sa auto qui est dans la rue, ce sont des victimes. En début de semaine, les lycées Fritz Pierre-Louis, Marie-Jeanne ou encore du Saint-Cinquantenaire avaient déjà reçu ce type de visite surprise. Dans le secteur privé, les collèges Roger Anglade, canado-haïtien, le normalien sont les premières cibles. Rencontrés au centre-ville, 2 élèves de terminale n'ont pas caché leur frustration par rapport à cette situation qui apparemment empire de jour en jour. C'est pas faute collégien qui fait yo pas un professeur disponible. C'est l'État qui en charge fait autant de devoirs mais l'autre l'école yo pas fautif. Ça frustre m'en pile parce que hier, il y a un problème manifestation. Moi, j'ai dit comment ça fait. Toujours poser une question. Pour qui ça doit gagner une manifestation dans un pays alors qu'il y a un dirigeant pour diriger nous. Une fois de plus, ce jeudi, des lycéens ont investi les rues de la capitale, toujours dans l'objectif de réclamer le retour des professeurs dans les salles de classe, selon leurs témoignages. Ils ont tenté de pénétrer dans les locaux d'un autre établissement à la Lue, ce qui a provoqué un vent de panique momentané dans la zone. Les agents de la PNH ont tenté de les disperser à coups de gaz lacrymogène, mais au final, ils n'entendent pas lâcher prise, ont-ils affirmé. Pas question que les autres écoles travaillent alors qu'eux sont inactifs, insistent plusieurs d'entre eux.
Certains directeurs d'école choisissent de se prononcer par rapport à ce qui s'est passé, tout comme d'autres qui choisissent de se taire. Dans les deux cas, les dégâts sont importants en termes de matériel, ont-ils affirmé. Ils déplorent tous la méthode utilisée par les écoliers en vue de faire passer leurs revendications, mais ils reconnaissent en même temps que l'éducation fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Est-ce la faute des anciens ou la responsabilité se trouve uniquement du côté de l'État haïtien? Autant de questions qui brûlent les lèvres de plus d'un. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince ainsi que des élèves des écoles publiques ont défilé encore une fois ce jeudi à travers plusieurs rues de la capitale pour continuer de réclamer d'une part justice pour maître Montferrier d'Orval et d'autre part la présence d'enseignants dans leur salle de classe. Lors de ce mouvement de protestation, un véhicule immatriculé service de l'État a été incendié non loin du marché Salomon, alors que d'autres véhicules ont eu leur pare-brise brisé. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de tirs de sommation afin de disperser les protestataires. L'Association des écoles privées d'Haïti se dit préoccupée au plus haut point par les attaques qui sont perpétrées sur des institutions scolaires ces derniers jours. Joint au téléphone par Radio Métropole ce jeudi, Rudy Edmé, membre de cette structure, estime que c'est une situation dramatique qui fait du mal non seulement aux écoles victimes, aux enseignants des lycées qui sont en grève, mais aussi à ceux qui commettent ces actions. Vu la gravité de la situation, l'éducateur invite les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. La quasi-totalité des acteurs politiques sont dans l'attente d'une baisse significative des prix des produits de première nécessité. Cette baisse est inéluctable compte tenu de l'appréciation de la gourde par rapport au dollar. Cependant, chaque acteur politique ou économique s'attribue cette victoire face au billet vert. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, assure que les décisions judicieuses de son administration ont permis cette baisse. Il soutient que la hausse du taux de change est le résultat des spéculations d'entrepreneurs sur le marché. Il promet de prendre des décisions pour défendre les intérêts des couches défavorisées de la population. Le président dit être dans l'attente de la baisse des prix des produits. Il déplore que les ajustements de prix à la hausse soient prompts, mais contrairement aux réductions. De son côté, le chef de file de Petite-Dessalines, M. Moïse Jean-Charles, exprime un avis divergent. Opposant farouche au chef de l'État et proche des gouvernements de gauche de l'Amérique latine, M. Jean-Charles assure que la baisse du taux de change de la gourde est le résultat de la mobilisation de l'opposition. Il juge que les pressions sur les autorités monétaires et les entrepreneurs ont porté des fruits. L'ex-candidat à la présidence n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il exige que les importateurs répercutent dans les 15 jours la baisse sur les produits de première nécessité. M. Jean-Charles s'attend à une accélération de la baisse du taux de change dans les prochains jours. Les acteurs politiques se sont appropriés de l'épineux dossier du taux de change qui n'est plus de l'apanage des autorités monétaires et des économistes. Une quarantaine de superviseurs sont déployés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dès ce jeudi afin de vérifier si les propriétaires des magasins respectent les récentes mesures prises par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Selon le ministre Jonas Kofi, les superviseurs auront adressé des procès-verbaux après vérification afin que le ministère puisse sanctionner les contrevenants conformément à la loi. Des cohortes seront aussi déployées incessamment dans les villes de province.
Voilà nous investis jodia dans pouvoir nous pour nous observer, constater, vérifier, enregistrer, dresser procès-verbal au nom du ministère du Commerce et par délégation du ministre. Rappelez-vous que ces rapports, procès-verbaux, récits qui établit avec méthode, en bonne et due forme, qui a mené le ministère et à prendre des décisions légales. Les cas échéants, appliquer des sanctions légales, tout aussi légales, à corriger, sac de corriger, pour combattre la vie chère, pour combattre l'inflation, pour bien tout consommateur. Moi, souhaitez-nous bon travail et bon courage. L'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné a formulé une proposition de sortie de crise. L'ex-maire de la ville d'Écailles pense que le gouvernement ainsi que l'opposition doivent faire des sacrifices afin de trouver un accord politique qui débouchera sur une sortie de crise. Il croit que l'organisation des élections n'est pas possible avant cette entente. Donc si vous parlez de crise par rapport à Matéli seulement, par rapport à Jovenel seulement, par rapport à Boulos seulement, non, on ne peut pas résoudre le problème. Il faut regarder qui bon nous sortir, comment nous faire arriver là. Et ça fait me faire cette proposition audacieuse, très audacieuse, réaliste. Vous voulez pour nous faire bon, au moins en imiter la République dominicaine, étape par étape. C'est un bon modèle. Mais je dis qu'il y a une nécessité pour nous faire. Parce que l'avenir nous tout hypothéqué. L'avenir nous tout là déjà hypothéqué. Si nous n'avons pas une solution à crise, nous n'avons pas besoin de chercher bouc émissaire. Ou bien c'est blanc, ou bien c'est voisin, ou bien c'est l'opposition, ou bien c'est le pouvoir. Le président dit qu'il y a 4 choses qui intéressent. Il dit un accord politique, un nouveau départ, constitution, élection. Donc c'est là. Et pour l'opposition, l'opposition, ça fait longtemps de bataille pour une transition qui dit qu'il n'a pas réussi, en dépit de tentatives qui passaient. Et l'opposition a demandé de transition. L'opposition dit que livre l'élection, ne pas parler d'élection avec le président Jovenel. Donc, on parle là que étape côté pour nous faire élection, étape processus électoral, mandat président Jovenel est fini. La proposition qu'on fait là. Opposition mandat de transition. Qui dans ça? Qui dans ça. Opposition dit élection, non pas avec président Jovenel, il dans ça. Opposition dit faut que nous gagnions l'autre l'État, dans la nouvelle constitution, il dans ça. Toute société civile là, et l'opposition, une bonne partie de l'opposition dit qu'il faut qu'il y ait des réformes structurelles. Donc ça veut dire nous avons des éléments pour nous discuter. Maintenant, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Mais lors d'une situation de polarisation comme pas nous, on a besoin de médiateurs. Ou bien les Américains, ou bien l'ONU. Ou bien l'OEA. L'OEA, en général, a eu des problèmes avec l'OEA. Il est très méfiant. Oui. C'est pas qu'on n'est pas méfiant envers les Nations Unies, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait une médiation formelle, officielle, qui peut être le garant de respect à l'accord. Donc, ça n'a pas commencé. Parce qu'il y a une situation de méfiance et 2 gros protagonistes, chaque stratégie. Le président Jovenel a une stratégie lui-même pour finir le mandat là, au 7 février 2022. L'opposition lui-même, il y a une double stratégie. Stratégie, premièrement, finir gaspiller le mandat, c'est-à-dire que, maintenant, de toute façon, nous allons aller vers la fin au thème du mandat du président Jovenel, et puis maintenant, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Et comme s'il y a un pouvoir. Mais ce n'est pas ça que le peuple haïtien obtient. Le peuple haïtien obtient que, au moins, nous avons un deal sur la question d'insécurité, sur la question de démantèlement des groupes armés. Vous pensez que l'opposition n'a pas agi consciemment, sciemment, dans la dynamique gaspiller mandat? Bien, il fait depuis 4 ans. Et il remporte plusieurs batailles. Gaspiller mandat. Non, gaspiller mandat. Ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui. C'est pour ça que tout vu. Je profite pour me dire, majorité silencieuse a fait même déjà avec moi. Je profite pour me dire, monde qui est spectatif, monde qui, c'est comme si c'est du cinéma, entre l'opposition et le pouvoir. D'ailleurs, fait même déjà avec moi. Si on fait même déjà avec moi, on a besoin d'une solution. Rencontrer le monde, faire des propositions, etc. Bailler pression à groupe d'intérêt, bailler pression à l'opposition, bailler pression à pouvoir. C'est ça pour nous faire. Et c'est tout le monde qui peut faire. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.